Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Eh bien, bonjour à Michel, bonjour Emmanuel, les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous. Alors, nous avons fait déjà un petit chemin en ayant comme objectif de vous donner à savourer les conditions, les explications de ce moment particulier que nous vivons, qui est tumultueux et dont on a besoin d'avoir les clés pour comprendre et traverser ce moment et surtout pour nourrir les graines émergentes tout en étant conscient des graines d'émergentes. Donc, Michel nous a fait un panorama global pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer au travers de différents auteurs, nous a donné une lecture des macro-historiens qui essaient d'avoir une perspective macro et globale de ce qui est en train de se passer, principalement des anglo-saxons comme lecture. Et puis, il nous a donné également la compréhension de différents cycles de l'humanité qui s'interfèrent et qui se rencontrent et qui accentuent les perturbations que nous pouvons vivre. Et donc, aujourd'hui, avec Michel, nous allons pouvoir écouter sa compréhension du cycle qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à toi, Michel. Très bien, merci. Alors, je vais peut-être commencer par un auteur qui est moins connu, mais que moi, je trouve très, très intéressant, qui s'appelle Peter Pogani. C'est un Hongrois-américain qui, pour le premier, a donné une sorte de macro-histoire, mais de la dernière période, en fait, de la modernité, on va dire, basée sur la thermodynamique et les états de conscience, donc les mentalités avec lesquels on peut voir le monde. Et donc, lui, il voit un peu comme dans les sciences de la complexité et l'évolution des systèmes. Donc, il voit qu'il y a des systèmes relativement stables et qui durent des décennies, voire un siècle, et qui sont interrompus par des transitions chaotiques. Donc, où, en fait, tous les éléments du cycle précédent se désintègrent. Il y a un grand conflit et des guerres, et de ça vient un nouveau cycle avec des nouvelles règles, etc. Donc, il commence avec ce qu'il appelle Global System Zero, le système global zéro, qui est le système mercantiliste. Donc, avant la Révolution française. Donc, il y a un système plus ou moins stable, hein, avec les rois du type Louis XIV et tout ça, avec une vision qui est encore recentrée dans le commerce et dans la production de la terre, avec des royautés très fortes, parce que justement, c'est la période où les classes sont en équilibre, c'est-à-dire il y a la bourgeoisie montante et la féodalité, les nobles descendants, donc ils sont en équilibre, et donc ça donne le pouvoir à l'arbitre qui est le roi. Ça, c'est le second turning. C'est le deuxième tournant si on suit ce que tu disais sur les cycles l'autre fois. Ils sont à ce moment d'équilibre entre les forces, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça, c'est ça. Et puis, mais puis ça se termine justement par une crise, et donc la crise, ça correspond plus ou moins à la transition chaotique. Donc, si on veut, voilà. Et donc, la transition chaotique, ça va être la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Donc, pendant 20 ou 30 ans, tout ce petit monde va se guerroyer. Enfin, c'est avec des millions de morts, évidemment. Et donc, de ça va venir, pour lui, le premier vrai système mondial. Donc, le premier, c'est Proto. Il appelle ça Proto, Global. Le deuxième, donc, enfin, GS1, sera le premier vrai système global, donc en fait le 19e siècle, après Napoléon. Et donc ce sera basé sur la dominance de la classe bourgeoise, donc la classe féodale est éliminée. Spécifiquement, c'est les bourgeois qui sont, on va dire, au pouvoir, avec le laisser-faire. Donc, c'est-à-dire la dominance du marché.
Et alors au début, ça va être très dur, hein. Les ouvriers, ils meurent encore à 35 ans, jusqu'en 1840. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Guillemin, qui était un historien très populaire quand moi j'étais enfant, qui passait à la télévision, et il donnait l'exemple d'un docteur à Lille qui avait en 1800 noté 10 000 naissances, et en 1810, il trouvait que 500 enfants qui vivaient encore de ces 10 000. Donc pour un peu quand même donner le poids de cette énorme destruction de la vie et de l'ordre social qui a pu se passer au début, sans parler des holocaustes coloniaux, hein, au Bengale et tout ça, donc tout ce qui va se passer et l'Irlande, la famine, la potato famine, donc la famine en Irlande. Mais au-delà du siècle, ça va quand même finir par 5 fois plus de revenus pour les travailleurs, donc à la fin du XIXe siècle. Il y avait la soupape qui va être la colonisation des États-Unis, donc énormément d'émigration, hein, donc le surplus de la population rurale va partir, mais ça va quand même se terminer sur la catastrophe qui sera la Première Guerre mondiale. Et donc à la fin du XIXe siècle, il y a une sorte d'exhilaration du progrès, du progressisme, tout va toujours mieux, la technologie, les inventions. Et il y a un fameux livre de Stefan Zweig, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est l'Europe d'antan. Enfin, et donc, il parle en fait qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de passeport. L'élite intellectuelle voyageait dans tout le continent, on se parlait. Et il n'y a personne qui croyait qu'il y aurait pu y avoir une guerre. Il y avait eu 100 ans sans guerre, sauf un peu en 1871, la Prusse et la France. Mais la guerre était exportée avec le colonialisme, mais il n'y avait pas de guerre en Europe. Et donc la Première Guerre mondiale éclate, et c'est une guerre entre les empires, enfin, entre le modèle impérial et les États-nations. Parce que qu'est-ce qui se passe à la Première Guerre mondiale? Eh bien, on élimine tous les empires. L'Empire ottoman, les Habsbourg, l'Autriche-Hongrie, et donc ça, donc on crée cette solution unique qui va dominer, hein, l'espace européen et donc l'espace mondial. Mais ça mène à une deuxième lutte qui là est pas encore solutionnée. Donc, c'est-à-dire que la période chaotique qui termine ce 19e siècle de dominance du marché et de la dominance de la bourgeoisie sur la classe ouvrière, sans équilibre entre les deux. Donc ça se termine par le chaos social. Mais il y a encore une nouvelle lutte qui s'insère et qui va se dérouler entre les deux guerres mondiales. Ce sera la lutte pour le management de ce système de l'État-nation industriel. Et un peu, si on veut, la réaction, ça va être, puisque le marché a donné autant de chaos, eh bien, c'est l'État qui doit intervenir. Donc, c'est justement les grandes philosophies étatiques qui vont vouloir s'imposer, donc le fascisme d'un côté et le communisme soviétique de l'autre. Avec, en troisième rival, ce sera le système parlementaire démocratique capitaliste représenté par surtout les anglo-saxons. Et ça va donner la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qui va être une lutte entre le parlementarisme et, à ce moment-là, encore allié avec le communisme contre le fascisme. Mais une fois que le fascisme est éliminé, tout de suite, c'est cet antagonisme qui va se montrer, c'est la guerre froide. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est important parce que là, c'est pour parler dans le cycle des turning, ça va être the first turning. Donc, ça va être un rétablissement d'un nouvel ordre civique et politique qui est basé sur un compromis entre la classe ouvrière et le capital. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ouvriers sont allés se battre. Donc, il y a des millions de morts. Ceux qui reviennent sont encore armés, hein, en Italie, en France, la résistance, ils ont des armes. Mais surtout, ils ont donné leur vie pour la patrie.
Donc, à ce moment-là, on ne peut pas simplement… il faut tenir… Et il y a la compétition qui est là, donc le système soviétique. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait une croissance qui était 3 fois plus grande que l'Occident à cette époque, au niveau industriel et longévité, éducation, enfin, sur beaucoup d'éléments, il y a une croissance très rapide, donc c'est un vrai danger pour le capitalisme occidental. Et donc, ça se termine sur un nouveau compromis. Et là, j'aimerais bien introduire une sorte d'interprétation que moi, je crois qui est très important, parce qu'elle va revenir aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important. Donc, c'est la notion de cartel idéologique. Donc, il y a la classe possédante, mais il y a aussi la classe administrative. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ceux qui possèdent ne sont pas ceux qui gèrent. Mhm. Et donc, ils ont besoin de tout un appareil de gouvernement qu'on appelle en anglais PMC, Professional and Managerial Classes. Et ces gens, ils ont besoin d'idées, ils ont besoin d'une philosophie de management, etc., etc. Et donc, le cartel idéologique, c'est très important. Je vais juste vous donner un exemple. Donc, il y a un auteur dont j'essaie de me rappeler le nom, mais ça va me revenir. Thompson, Earl Thompson, qui parle justement de ça. Il dit, par exemple, au XVIe siècle, la Hollande domine. Donc, c'est le pouvoir hégémonique, le premier pouvoir hégémonique après Portugal et Genève et Gênes. Et donc, il y a des gens, on va dire, des proto-libéraux qui vont dire, mais ces guildes, c'est contre le progrès, ils demandent beaucoup trop pour les travailleurs. Et donc, les Hollandais vont abolir les guildes. Parce qu'ils vont écouter ce cartel idéologique qui dit il ne faut plus les guildes, il faut avancer plus vite. Mais du coup, les ouvriers hollandais, eh ben, ils ne veulent plus se battre. Ils n'ont plus de… moteur. Voilà, de stake, hein, qu'on dit en anglais. Donc, ils ont plus une partie… Ils sont plus partie prenante de la société. Et donc, ils disent pourquoi est-ce que moi, je risquerais ma vie? Eh bien, ça casse carrément donc, la domination hollandaise. Donc, je dis ça parce qu'on va parler aujourd'hui du cartel idéologique qui est dominant aujourd'hui, qui, à mon avis, c'est pareil. Donc, parfois, les possédants, ils font des mauvais choix, surtout quand ils sont obnubilés par le court terme. Et donc, l'idéologie peut mener un pays à sa perte. C'est très important à retenir pour après. Et on pourrait dire, en fait, que le fascisme, c'était ça. Hein, c'était beaucoup de promesses et puis ça s'est quand même terminé très mal pour les peuples qui ont choisi le cartel idéologique fasciste donc à ce moment-là comme solution de leurs problèmes. Bon. Et donc, quel est le cartel idéologique qui va prendre le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale? C'est les keynésiens. Hein, c'est marché 19e siècle, tout État fasciste, communiste, mais bon, le fascisme a disparu, mais le communisme est endigué, hein, containment, comme ils disent les Américains. Donc, ce qui va remplacer ça, ce sera un compromis social-démocrate, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Donc, le New Deal, donc en fait, c'est les Américains qui sont les premiers à le faire. Hein. Donc, c'est eux donc le modèle dirigiste, hein, compromis social. Les progrès de la productivité sont traduits dans des salaires et des réformes sociales. Tout ça, c'est effectivement compatible, Christine, avec ce dont on a parlé la dernière fois, donc de first turning, de high, hein, où il y a une sorte d'euphorie, de consensus pour créer un nouveau système qui est bon pour tout le monde, en tout cas dans ces pays-là. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le prix du compromis social en Occident se fera au détriment des peuples colonisés et de la nature. Ça, on peut revenir après, parce que ça, justement, c'est les faiblesses de ce compromis. Et on va voir les émergences après, les réactions. Voilà. Donc, mais quand on parle souvent de l'anthropocène et tout, et c'est vrai que l'industriel a commencé un processus accéléré donc d'utilisation des ressources, mais c'est surtout dans les 50 qu'on voit le hockey stick. Hein.
C'est vraiment dans les années 50 que ça va de là comme ça. Donc là, on est vraiment passé, et c'est donc pour donner, comme on dit en anglais, the golden billion, hein, donc le milliard privilégié, où disons que même la classe ouvrière va avoir accès assez rapidement. Et ça, moi, je voudrais peut-être partager avec les plus jeunes qui nous écoutent. Jusque dans les années 50, à Anvers, moi, j'ai visité un musée à Anvers. Et ben, les enfants, ils travaillaient encore, hein, donc les briques, mettre les briques dans les maisons. Et la moitié des enfants à Anvers, qui faisaient ça, ils mouraient avant 15 ans. Donc, la moitié des enfants mouraient encore dans les années 50. Il y avait encore des bidonvilles à Paris, hein, le canal Saint-Martin, il y avait encore des tentes. Aujourd'hui, il y en a de retour. Mais jusqu'en 64, il y avait des tentes. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et on vient d'une misère sociale très grande, mais en même temps, donc on l'a solutionné. Ça a commencé juste avant la guerre avec Léon Blum et les vacances pour tous. Mais ça s'est vraiment donc mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais juste mes parents, donc classe ouvrière, étudié jusqu'à 13 ans, ma mère qui était pratiquement analphabète, eh ben, ils ont pu faire des prêts à zéro intérêt de l'État. Donc, on a eu une maison, hein, classe ouvrière, avec une maison, et en possédant une maison, avec zéro intérêt, donc juste remettre l'argent qu'on avait prêté sur 20 ou 30 ans. Donc, on a accédé à la classe moyenne en masse en Occident. Et là, donc ça, c'est fin des années 40, les années 50, début des années 60. Et donc, quand on repense au cycle dont on a discuté la dernière fois, à un moment donné, il va y avoir donc une crise au milieu de ce cycle. Donc, le pic, hein, le ascending, donc la phase ascendante, qui va accéder à un top. Et là, justement, ça va créer des problèmes pour le capital, qui va commencer à réagir contre le compromis social. Et donc, c'est ça, plus ou moins, qui s'est passé en 73, avec la crise énergétique. Mais aussi, ça s'est passé avec 68, donc qui est un awakening. Donc ça, c'est le séculum, l'autre cycle de 100 ans, où après un cycle de 22 ans de compromis social et d'unité idéologique, il y a une jeunesse qui commence à dire « mais non, nous, on ne veut pas ça ». Et donc là, tout ce qui s'est passé, donc on dit 68, et attention, donc là, donc moi j'ai parlé des cycles, mais au début, les cycles n'étaient pas nécessairement synchrones parce qu'on n'avait pas un système planétaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a une synchronisation des cycles dans le monde entier, puisqu'il y a la révolution culturelle en Chine, et en même temps, il y a Kent State et la protestation contre la guerre du Vietnam. Et donc là, je crois que c'est un moment décisif parce qu'on va changer le compromis social. Donc la première phase keynésienne va se terminer en fait plus ou moins 68-80. C'est pas mécanique, hein, donc c'est des procédures qui prennent du temps. Donc une mini transition chaotique, si on veut, mais dans un système qui est ce cycle après la Deuxième Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, c'est bien documenté. Hein. Donc, ce que je dis, je n'invente pas. Par exemple, il y a une discussion aux États-Unis avec Reagan et ses adviseurs où il dit donc, est-ce qu'on verdit le capitalisme ou est-ce qu'on exporte l'industrie? Puisque là, il y a déjà un mouvement idéologique vert qui commence à se manifester contre la pollution et tout ce qu'on commence à voir à cause de l'hyper-industrialisation de l'Occident. Et ben, vraiment, il décide, ben non, on va exporter notre industrie. Comme ça, on peut garder nos profits et en même temps verdir l'Europe, mais évidemment en exportant la pollution dans les pays qui veulent bien se développer de cette façon-là. Et en même temps, et ça sont des discussions qu'il y a en Europe, et il y a aussi Pompidou, je crois, qui est cité dans un des livres que j'ai pu lire là-dessus,
eh ben, il va dire, écoute, on va peut quand même pas tirer sur nos enfants, parce que les étudiants, donc 68, c'est les étudiants et les ouvriers. Il ne faut pas oublier qu'il y a des millions d'ouvriers dans la rue aussi. Donc, on va leur donner le rock'n'roll, mais on ne peut absolument pas accéder aux demandes sociales des ouvriers, parce que sinon, on ne fait plus de profit. Et donc, ça va donner le compromis néolibéral. C'est-à-dire qu'on va décider là la globalisation. Donc, on va exporter l'industrie pour en fait affaiblir la classe ouvrière en Occident et donc de ne pas faire le compromis social nouveau en Occident. Et on va concéder le changement culturel à la jeunesse des classes moyennes et leur révolution culturelle. Et ça, c'est 68. Donc après 68, on va plus donner plus d'argent aux ouvriers quand la production monte. Donc, stagnation des salaires. On va le remplacer par la dette. Donc, on va instaurer la société de la consommation, la société du désir, la dette, la financiarisation. Et donc, ça va remettre en place les profits du capital. Ça va créer une illusion qu'on a encore la prospérité, mais en fait, c'est par la dette. C'est-à-dire que les ouvriers vont garder leur niveau de vie. Parce qu'on va produire meilleur marché dans le sud, et donc on va pouvoir acheter des télévisions et des frigos à des prix plus compétitifs. Donc on a l'impression qu'on va bien, parce qu'avec notre argent, on va faire plus. Donc le poids, par exemple, de la nourriture va vraiment diminuer dans le budget des familles en Europe. Mais il faut maintenant que les femmes travaillent. Alors, c'est une libération d'un côté, mais c'est aussi, éventuellement, si on n'a pas 2 personnes qui travaillent dans une famille, on ne s'en sort plus. Et puis, ça permet aussi de contenir les gens, parce que le système de la dette, avec le désir, les fait s'accrocher à ce système-là. Donc, dans les premiers temps, il n'y a pas de réaction contre le système, puisqu'on voit bien qu'on a besoin et qu'il y a une valorisation. Nous, en France, on a eu un Bernard Tapie qui a valorisé la société de la réussite monétaire. Je n'ai pas dit que c'était chouette, hein, mais je veux dire, il a été façonné et il tombait bien pour incarner le toujours plus à gagner. Et du coup, les gens, dans les premiers temps, restaient dans ce système-là et ont accepté de faire les hamsters dans la roue pour avoir davantage. Et beaucoup de philosophies à laquelle aussi moi j'ai adhéré quand j'étais jeune, d'une certaine façon, c'était la libération du désir. Moi, j'étais réchien. Donc, en fait, la théorie réchienne, c'est que si on est malheureux, c'est parce qu'on est réprimé sexuellement, et donc il faut se déréprimer et on aura une société idéale. Et puis, tu as Deleuze et Guattari, et tout ça, c'est sur le désir, libérer le désir. Et donc, l'objectivité n'existe pas. En fait, c'est des philosophies subjectivistes qui mettent en avant le désir. Et alors, il y a quelqu'un en France qui a beaucoup parlé de ça, que je n'ai pas lu, mais qui est très bien... non. Kluskar, Michel Kluskar. Donc un néo-marxiste qui a vraiment analysé le changement dans le capitalisme vers une société de désir. Ok. Je crois qu'il y a, enfin moi, il y a un texte d'Hannah Arendt qui est assez intéressant là-dessus. Alors, pas exactement là-dessus, je dirais avec un point de vue un peu plus large, qui s'appelle du désert et des oasis, et que moi j'aime vraiment beaucoup et qui met en relation avec l'avènement de toute la psychologie moderne. Et moi, je le trouve particulièrement pertinent parce qu'elle met en lien justement cette société du désir avec les totalitarismes et également avec cet avènement de la psychologie moderne qui considère, et notamment ça part de Nietzsche d'ailleurs, qui considère que
que le problème c'est la question du désert justement, que le problème en fait de l'humain est à l'intérieur de lui. Je le dis un peu vite, mais et que du coup le désert, la psychologie moderne va considérer que le désert est à l'intérieur de l'humain, et Hannah Arendt dit que non, le désert est extérieur en fait justement, et que voilà, et qu'on est dans un moment où seuls des oasis peuvent justement permettre de s'extraire du désert. C'est aussi tout ce mouvement un peu de théosophie, etc., qui a aussi alimenté ça et qui était très présent à ce moment-là, et qui du coup permettait de faire basculer les idéologies vers cette question qu'il faut résoudre le problème à l'intérieur, libérer le désir, aller voir des psys, faire du développement personnel, etc., etc., etc. Et du coup, c'est un vrai leurre qui a beaucoup marché en fait. Je voudrais juste réagir à deux choses. Pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment fructueuses avec ce qu'on échange là. C'est que je pense qu'on rentre dans une tierce voie. C'est-à-dire que le désert, il est ni totalement dehors, ni totalement dedans. Et les oasis, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même un dialogue entre ce qui est dedans et dehors, et d'éviter de culpabiliser un côté ou l'autre. On va rentrer dans une maturité où on va se permettre de considérer les déserts partout où ils sont et de faire fleurir les oasis. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, qui n'est peut-être pas tout à fait mentionnée dans ce que tu as dit, mais sans doute que si chez les auteurs clés, c'est aussi le processus de résilience individuelle qu'on va retrouver après en processus humain collectif et qui peut se retrouver dans les autres rouages. C'est-à-dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a tellement fait une extinction de l'être humain quand même, puisque Sartre avec l'être et le néant, c'est pas pour rien. On est allé tellement raviner l'essence de l'être humain en industrialisant sa mort qu'on ne pouvait qu'avoir un effet de résilience proportionnelle, c'est-à-dire une frénésie de vie. Alors, il y a eu le plan Marshall, ça c'est économique, mais on a quelque chose de frénétique de la vie du vivant. À chaque fois qu'il y a un incendie quelque part, on voit que le verre repousse très vite. Donc, cette force de vie qu'on a à l'intérieur de nous, elle suit les 4 cycles dont tu parles aussi. C'est-à-dire qu'à la fin de quelque chose qui est raviné, on a un éros très fort. Donc, à l'époque, en termes de désir, c'est assez cohérent. Ça fait fleurir autre chose. Et après, c'est trop, c'est excessif, ça se désagrège, etc. Je te rends la parole, Michel. Très bien. Voilà, ça, c'est vraiment ce que tu expliques là, c'est justement cette dynamique cyclique. Alors, Toynbee, par exemple, il parle… donc, au Moyen-Âge, aussi bien les féodaux que les paysans, ils avaient une vie cyclique. C'est-à-dire, en été, il y avait plein de choses à faire, mais en hiver, pas grand-chose. Pour les féodaux, quand il y a la guerre, ils sont totalement mobilisés. Et puis, quand il n'y a pas la guerre, ils n'ont pas tellement de choses à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de vie. Comment il s'appelle le roi Ladurie, je crois qu'il s'appelle en France, qui a écrit sur Montségur. Donc, il a étudié les cas légaux de l'Inquisition pendant la répression des cathares. Et donc, en fait, les paysans du Moyen-Âge, ils ont 150 jours de congé. C'est inimaginable. Mais une fois que tu as le capitalisme, la machine, elle peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, l'ouvrier devient l'extension de la machine. Et c'est ça, au début, il devait travailler 12, 15, 16 heures par jour. Et donc, du coup, leisure, donc c'est-à-dire le divertissement, devient nécessaire. Donc, pour échapper à cette contrainte qui maintenant est constante quand on travaille avec les machines, c'est normal que donc le désir d'échapper à cette roue infernale. Et donc, moi, je voudrais juste, alors c'est peut-être un peu controversé, mais bon, moi j'étais aussi en recherche quand j'étais jeune. Et donc, j'étais un petit temps autour d'Osho, Bhagwan, tout ça. Les gens connaissent un peu, je crois. Et ben, moi, j'ai interprété ça après coup comme un entraînement vers le néolibéralisme. Parce que qu'est-ce qu'il faisait Osho? Mais tous les exercices étaient libérer le désir. On n'allait jamais en haut. Non, c'était la culpabilité et shame, qu'on dit ça en français. La honte. La honte.
on devait se libérer de toutes les contraintes extérieures de la société traditionnelle. Et on était dans l'individuel, dans le narcissisme spirituel. Il n'y avait aucune horizontalité, aucune solidarité. Ouais, Oui. moi j'ai vraiment envie de rebondir, pardon Michel, là-dessus, mais c'est un mécanisme effectivement complètement à dessein en fait. Et moi, c'est ce que je voulais dire avec le texte de Hannah Arendt, parce qu'en fait, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est d'avoir justement tourné l'homme vers une individualisation. Et en fait, la clé, elle est là. C'est vraiment, c'est l'individualisation qui a été mise en place par la société. D'abord appelée la société du spectacle. Oui, Et c'est voilà. Donc, une on a société créé un du nouvel spectacle homme. Hein. individuelle, en fait, qui va Oui, on a casser créé les dynamiques collectives. on a créé une nouvelle humanité, hein, subjectivisée, individualisée. Et puis, Ouais. toute la société a dû s'adapter aux nouvelles demandes aussi, parce que c'est une dialectique. Donc, c'est le livre de Boltanski, Ouais. hein, qui part du management après les années 60, et c'est en fait s'adapter à cette révolution culturelle. Et voilà. Donc, tout ça, c'est quand même. Et alors, tout ça, c'est à pivoter, donc, hein, 68, 73, 80, donc une série de contre-révolutions, on va dire, relatives, qui a donné alors l'ère néolibérale. Alors là, évidemment, le grand événement aussi, c'est quand même la chute de l'Union soviétique en 89. Donc, qui a enlevé la peur des alternatives et qui a donné alors un néolibéralisme forcené et sans aucun garde-fou. Et donc là, on a accéléré un peu donc la phase spéculative et ça se termine en 2008. Alors, une chose que je voulais insister, donc, c'est quand même le cartel idéologique. Donc, c'est-à-dire que dans les années 70, c'est encore les néo-keynésiens. Donc, en fait, ceux qui disent quand ça va mal, il faut dépenser de l'argent pour remettre en route la consommation et ça va restimuler la production. En gros, eh bien, ça ne marche plus. Donc, ils ont beau faire des trucs keynésiens et tout ce que ça donne, c'est l'inflation. Avec aussi du chômage qui va à 10-15%. Les années 70, il ne faut pas oublier, c'était quand même assez noir. Hein. Donc, moi j'ai vécu cette période et c'était quand même pas rose parce qu'il y avait des crises tout le temps. Des crises internationales, des crises économiques, des crises sociales. Il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, la contre-révolution, elle était aussi, il y avait une partie du peuple qui la voulait. Donc, ils voulaient plus de police, plus de répression, moins de crimes, moins de drogue. Tout ça, ça va ensemble. Et oui, alors au niveau du cartel idéologique, justement, je voudrais insister sur le fait que donc il y avait Milton Friedman et Hayek et von Mises et tout ça, donc les économistes purement subjectivistes. Donc ils disent la valeur, ça vient du choix de l'individu, rien d'autre. Il n'y a aucune valeur objective, c'est le choix souverain de chaque individu qui détermine l'économie. Et bien ces gens-là vont être choisis comme le cartel idéologique. Donc ils sont rien, ils sont 15 personnes à Manhattan et ça va devenir cette grande vague d'économistes néolibérales qui va complètement dominer toutes les écoles de management et d'économie et qui va donc les économistes vont tout gérer avec cette logique en particulier. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça important? Parce que, et là j'entre dans une partie un peu plus controversée, c'est que je crois que c'est ça qui s'est passé aussi après 2008. Et d'une façon très très dangereuse, c'est-à-dire que le cartel idéologique aujourd'hui, c'est le cartel identitaire. Donc 2008, une très grande crise. Il ne faut pas oublier par exemple que les Noirs américains, les Afro-Américains, ils ont plus perdu sur Obama que dans toute l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu une vraie chute, par exemple, de la propriété foncière. Et Obama a choisi de ne pas aider la classe ouvrière et les minorités. Il a choisi de sauver les grands cartels économiques et financiers. Et donc, du coup, on est passé psychologiquement, pour toutes ces minorités,
d'un compromis social où, tu vois, affirmative action et tout ça. Donc, petit à petit, on s'améliore, on réserve des jobs, quelques pourcents, enfin, tu vois, à une vision où du win-win, on passe au win-lose. La seule façon de garder ce qu'on a, c'est de l'enlever à quelqu'un d'autre. Et alors, il y a eu Occupy, qui a dit c'est les 1% et les 99%. Il n'y avait rien de plus dangereux pour la classe dirigeante que ce framing. Alors, ils ont fait beaucoup de fautes. Occupy, c'était tactiquement et stratégiquement une catastrophe, à mon avis. Mais ça, et c'est très bien décrit dans un livre qui s'appelle Woke Inc. Donc, à ce moment-là, la classe dirigeante a dit ça ne marche plus, il faut trouver des nouveaux champions, une nouvelle idéologie. Et carrément du jour au lendemain, parce que ça se retrouve dans les statistiques de Google, tous les mots identitaires ont commencé à exploser d'une façon exponentielle. Donc, tous les journaux, toutes les télévisions ont commencé à parler de ça et que de ça. Et donc, ça a donné aujourd'hui cette phase identitaire où l'élite managériale pousse et ça divise. Et on en est là, voilà. Alors, je voulais juste donner de l'eau à ton moulin parce que grâce à une amie, j'ai mis la main sur un ouvrage absolument passionnant sur les ingénieurs du chaos et sur l'instrumentalisation de ce que tu dis par les algorithmes. Donc, il y a eu à la fois ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il pourrait être une poussée idéologique. En plus, on a un paradoxe avec Obama. C'est-à-dire c'est un homme noir qui n'a pas soutenu les Noirs. Donc, ça crée une dissonance cognitive pour les gens qui se sont identifiés à quelqu'un qui ne les soutient pas. Donc ça, c'est une racine non consciente chez les gens, qui était donc le terreau idéal pour que la lutte identitaire se manifeste. Et il se trouve qu'au même moment, des personnes dont je me rappelle plus les noms, mais qui sont tous rassemblés dans ce récit des ingénieurs du chaos, décident d'utiliser les algorithmes qui jusqu'ici travaillaient sur les marchés, sur les produits, sur la politique, en le prenant comme un objet, c'est-à-dire on vend des chaussettes, bah tiens, on va faire de la politique parce que voilà, et qui ont fabriqué la rythmique des algorithmes uniquement sur le nombre de commentaires qui étaient faits, les plus clivants possibles, et qui ont accentué les récurrences dont tu parles. Donc, on a plusieurs phénomènes qui se sont entrechoqués, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manipulation du phénomène identitaire qui n'est pas forcément vu par les gens qui sont positivement convaincus de leur démarche et qui n'ont pas tort quant à vouloir une équité de traitement des identités. Je te rends la parole. Donc, mais je crois que je suis assez d'accord avec ça. Et alors, ça, au départ, évidemment, il y a aussi des intérêts là-dedans. C'est-à-dire que pour les plateformes numériques, ce clivage, ça fait qu'on gagne de l'argent. Bien sûr. Donc, ce n'est pas simplement un complot, c'est aussi quelque chose qui vient naturellement. Ben, si on fait ça, on a plus d'attention, on a plus de gens qui nous utilisent. Et donc, c'est bon pour nous aussi. Mais ça se termine avec les Twitter Files, donc c'est très, très bien documenté, où depuis 5 ans, il y a eu donc et là, je ne vais pas dire que c'est le complot, mais en tout cas, c'est l'auto-organisation consciente des services d'intelligence du Parti démocrate, le DNC, directement connecté aux dirigeants qui décident des algorithmes dans YouTube pour censurer consciemment et systématiquement tous les gens qui critiquent ce virage-là. Et il y a une étude, par exemple, qui a conclu que dans la dernière élection en 2020, 6 millions de votes ont switché vers Biden. Donc, pas à cause des tricheries, comme Trump a pu dire, mais par les manipulations idéologiques dans les réseaux. Idem pour le Brexit. Idem pour le Brexit. Des milliards de posts avaient été faits pour tous ceux qui étaient pro-Brexit pour les inciter à voter. Donc, il y a vraiment… Et quand tu parles de complotisme, en fait, ceux qui administrent ça utilisent le complotisme comme n'importe quoi d'autre, juste parce que ça marche. En fait, ils utilisent ce qui marche.
Donc, ça veut dire que ce qui marche est en général ce qui fait le plus grand score. Et ce qui fait le plus grand score est en général ce qu'il y a de plus archaïque chez nous. C'est-à-dire, je ne te reconnais pas pour qui tu es, mais tu me déranges, je te pousse. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a de plus archaïque humainement est aujourd'hui délibérément administré par les algorithmes parce que ça fait du chiffre d'affaires pour les sociétés qui administrent les réseaux sociaux et autres. C'est la fin d'un cycle et en même temps, ça correspond au moment de crise. Donc, donc d'abord, il y a unraveling et ça, c'est déjà fini. Et maintenant, on est dans la crise. Donc, on ne peut plus se parler. C'est le conflit. Et donc, c'était les chrétiens contre les païens à Rome. C'était la réforme contre les catholiques au XVIe siècle. Et voilà, aujourd'hui, c'est les guerres culturelles. Et donc, moi, je voudrais, et je sais que c'est très controversé, mais je vais quand même le dire. Donc, il y a un aspect de lutte de classe dans tout ça. C'est-à-dire que et ça, c'est compliqué. Et moi, j'en ai souffert personnellement aussi. C'est-à-dire que la gauche social-démocrate est devenue d'abord néolibérale. Donc, elle a abandonné, on va dire, les idées de changement, surtout au niveau social. Elle a bougé vers le sociétal, donc au niveau des valeurs, l'éthique, l'avortement et tout ça. Et donc, cette classe cognitive, managériale aujourd'hui, elle vote à gauche. Donc, les urbains éduqués votent à gauche. Et on va dire le peuple qui est productif, soit dans le service, soit dans la matière, depuis 30 ans déjà, il vote pour la droite populiste. Oui, je pense que c'est très clair. Et ça, c'est très clair. Et alors, quel est le problème? Donc, ça, c'est générationnel. Hein. Donc là, je reviens au cycle générationnel. Donc, les 68ards, comme moi, enfin, j'avais 10 ans en 68, mais j'en ai profité après. Donc, petit à petit, on est allé dans les institutions. Donc, nos valeurs culturelles ont été petit à petit acceptées au niveau de l'éducation. Ça avait du bon et du mal. Donc, le bon, moi, je suis d'accord avec toi, Manuel. Au départ, on réagissait contre quelque chose. Et c'était légitime de cette réaction. Et puis, à mon avis, on a de plus en plus exagéré. Et maintenant, on commence à voir le négatif de nos propositions. Il y a plein de choses que notre génération a mis en place qui, au départ, étaient une réaction justifiée et légitime par rapport aux problèmes que nous, on voyait, mais qui aujourd'hui, c'est la classe dirigeante. Donc, le cartel idéologique, c'est la gauche. Donc, par exemple, quand on voit les théories du complot, les théories du complot de droite, c'est des gens à la base qui peuvent avoir des fantaisies sur la pédophilie ou des machins, et ça fait du QAnon, hein, donc c'est bottom-up. Mais les conspirations qui sont beaucoup plus puissantes, en fait, hein, c'est organisé, hein, c'est les médias, c'est l'académie, et donc la classe managériale aujourd'hui, pourquoi elle a changé, par exemple, ils sont pour la censure, etc. Ils sont exactement comme les gens que nous, on combattait dans les années 50. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. En 68, il y avait aussi ce désir d'une révolution sociale, mais qui du coup a été complètement tué dans l'œuf en fait. Enfin, du coup, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les gens issus notamment de 68 qui sont aujourd'hui au pouvoir, et pas que ceux-là d'ailleurs, parce qu'il y en a des beaucoup plus jeunes, mais qui ont repris finalement, je pense, ce terreau-là. Bah, c'est ça, une gauche qui est que sur des valeurs sociétales et qui a abandonné toute son histoire sociale, en fait. Du coup, les gens se sentent trahis, enfin, toute la classe ouvrière se sent trahie, à raison d'ailleurs, et du coup, va se réfugier vers des partis plutôt de droite. Moi, je dirais là-dessus qu'il y a eu quand même des prises de conscience, en tout cas en France. Il me semble que notamment le mouvement des Gilets jaunes est une grande prise de conscience de ça, en fait. Et du coup, avec une volonté de justement de briser ces clivages, ces polarités
pour refaire un mouvement vraiment social? Et là, je suis vraiment moins fort dans mes analyses parce que je suis partie prenante dans ces luttes et c'est vraiment près. Donc, on a moins de distance hein, parce que ça se passe aujourd'hui. Mais je crois qu'on est en recherche de réalignement. Exactement. Donc, c'est-à-dire, moi, par exemple, je me sens socialement de gauche. C'est-à-dire que je suis pour l'équité sociale, redistribution, enfin, vraiment comme quelqu'un de gauche, comme on a été depuis le 19e siècle. Je trouve que c'est toujours pertinent que les gens qui créent la valeur ont droit à une partie équitable de cette valeur. En même temps, au niveau écologique, je crois qu'il faut une profonde transformation du système capitaliste extractif. Donc, moi j'appelle ça, c'est des valeurs qui historiquement étaient plutôt à gauche. Je ne sais pas qu'il y a des gens de droite aussi qui peuvent penser comme ça, mais en tout cas, c'était quand même quelque chose qui est très fort à gauche. En même temps, sur beaucoup d'autres valeurs, je ne suis pas à gauche. On le dit à plusieurs reprises et dans des champs différents, on est pile poil encore en train de se dire qu'il va falloir inventer une tierce voie. C'est-à-dire que de mon point de vue, une question comme l'écologie n'a plus de sens d'être à droite ou à gauche. C'est des sujets qui sont transverses. On a de façon très récente la totalité de l'humanité qui est connectée. Résultat, tous nos problèmes sont connectés également. Et donc, il y a des sujets qui deviennent par définition transverses. Enfin, l'équité de traitement des gens, si on ne le prend pas de façon transverse en sortant des clivages, on va juste s'affronter, on ne réglera rien. Et moi, ce que je vois avec mon chapeau de psychosociaux, c'est que, alors je ne vais pas me faire des amis là non plus, c'est que la question de genre et tout ce qui va avec, hein, le LGBT, enfin dans sa grande variété, c'est quand même une question, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Emmanuel. On est en train d'avoir quelque chose qu'on nomme une identité personnelle et qui, pour moi, est le fruit du chaos extérieur. On est en telle déshérence de repères que ramener à l'individu, on est tellement paumé que quand on est à l'intérieur de soi en train de se chercher, on est d'autant plus perdu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas effectivement des individus qui sont clairement, depuis leur naissance, clairement en train de dire j'ai mon identité qui n'est pas dans le bon corps. Ok, ça existe depuis la nuit des temps. Mais le phénomène global qui fait que tout le monde se mélange et qu'on n'arrive plus à s'y retrouver, pour moi, c'est vraiment un écho. Et si on a la capacité à le voir de façon macro, on va comprendre que le problème est transverse et c'est un écho individuel repris collectivement d'un chaos du moment. Moi, j'avais écrit ça en 2001 et j'avais pris l'exemple de Calvin Klein en disant si à un moment donné, on a une représentation complètement androgyne, c'est que quelque chose est en train de se passer. Et je vois que 20 ans après, ça a pris, au lieu d'être fondu en androgyne, c'est fondu en pluralité. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de penser dans tous les champs quelque chose de transverse, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse les clivages, qui dépasse les oppositions et qui va nous permettre d'avoir un souffle autre. On ne peut pas se sortir de ce clivage-là au même niveau. Et ça, on en parlera peut-être la fois prochaine. Donc, au niveau, donc là, je reviendrai dans le positif. Quels sont les signes par rapport aux tâches des différents cycles et des changements, tout ça, qui donnent une sorte d'espoir de retrouver justement une réintégration pour un cycle futur, un cycle réintégratif futur. Mais je crois que ça, c'est un débat qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais donc là, j'ai quand même voulu placer le cycle de la Deuxième Guerre mondiale, donc où tu as la phase ascendante, la phase néolibérale qui entre en crise depuis 2008 et qui est aujourd'hui en phase de désintégration et dont la confusion du conflit de classe et le conflit identitaire sont les marqueurs. Et donc la question se pose, comment est-ce qu'on sort de ce chaos? On est arrivé à un point de désintégration et de transition chaotique. Et alors, quelles sont les formes de germes qui peuvent nous en sortir? Et donc là, peut-être la prochaine fois, on peut parler de l'open source, des communs, de l'économie, de la coordination mutuelle et de tous les signes qu'on peut voir et qui nous donnent l'espoir qu'il y a un après. Donc, une réintégration après la désintégration.
Je pense que c'est bien de garder tout ça pour la prochaine fois, toutes les pistes et toutes les émergences actuelles en fait. Comme ça, nous pourrons terminer en beauté sur des choses assez réjouissantes. Voilà, en fait, on va répondre donc à chaque cycle correspond une problématique. Et quelles sont les formes de germes qui montent déjà pour chaque cycle à son propre niveau, qui pointent vers un nouveau cycle positif, réintégratif, et qui demandera un réalignement sociétal, social, politique, etc., et qui ne se fait pas nécessairement au niveau du conflit tel qu'on l'expérimente aujourd'hui. Il y a une chose que je voudrais pointer pour que ça fasse germe dans la tête des gens qui nous écoutent et de nous aussi. Il y a une vingtaine d'années, donc j'avais rendu attentif à cet aspect-là. Quels vont être les facteurs des attracteurs étranges de demain? Je m'explique. Un attracteur étrange, c'est donc quelque chose qui va rassembler des choses disparates et qui va agréger et qui va donner, par exemple, le nouveau cadre idéologique ou le nouveau cadre monétaire ou d'échange économique. Et compte tenu du fait qu'on a montré ce qui est nouveau dans notre monde, enfin, qui est relativement récent, qui est cette manipulation algorithmique des médias, il me semble très important d'ouvrir ce panorama la prochaine fois des germes et peut-être d'en ouvrir encore plus, de donner l'appétit aux gens, de faire une espèce de cartographie de tous ces germes et en même temps la vigilance de on s'agrège à qui, pourquoi, comment. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'agrège à une personne ou une pensée parce que LinkedIn, Facebook, TikTok ou qui sait quoi l'a mis en exergue? Et si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, la mise en exergue énorme vient souvent du nombre de likes. Et le nombre de likes s'appuie souvent sur quelque chose qui est clivé et clivant. Donc, c'est vraiment une attention de dire quels sont les germes? Ça, c'est une visibilité que tu nous donneras la prochaine fois dans différents domaines. D'arriver à avoir, grâce à l'époque dans laquelle on est, cette vision suffisamment macro pour se mettre à devenir des individus libres, pensants, qui peuvent choisir à quel type de germes quel type de germes ils vont nourrir, et qu'on soit vigilant à l'instrumentalisation de telle et telle personne mise en exergue pour des raisons algorithmiques et qui ne sont pas forcément les personnes qui vont nourrir les germes les plus propices à notre société prochaine, dans un esprit de maintenir un collectif qui soit équitable et nourrissant pour tous et qui préserve aussi bien les individus, la société que la nature. C'était cette vigilance-là que je voulais avoir pour qu'on soit en alerte sur quels germes on nourrit et sur quels critères. Eh ben merci Michel pour cette mise en bouche. Et vous voyez, grâce à Emmanuel et Michel, que nous faisons tout pour montrer qu'il y a plein d'espoir. Et puis, on va vous montrer tous les germes qu'il y a. Et avec Prenez Place, vous avez déjà beaucoup de ressources pour vous nourrir. À très vite. Oui, merci. Merci pour votre attention et pour l'opportunité de partager mes recherches et mes réflexions sur le sujet. Merci beaucoup à toi, Michel. Et merci, Christine.